Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente un site antique important où se déroula la fameuse bataille du général romain Varus, qui essuya une défaite cuisante contre les Germains menée par Arminius. Le site archéologique se situe à Kalkriese, en Allemagne, entre Dortmund et Brême. Le musée de Varusschlacht est implanté sur le site archéologique, où sont encore découverts des vestiges de l'antique bataille qui opposa le consul Publius Quintilius Varus et le chef germain Arminius, le Chérusque, en 9 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Auguste donc. Varus y perdut 3 légions entières, soit 10% du total de l'armée romaine, dans cet affrontement de 3 jours. Cette défaite catastrophique signa l'abandon définitif des ambitions romaines sur le territoire germanique. Au XVIe siècle, les recherches ont commencé pour retrouver le lieu de cette bataille célèbre, guidées par des hypothèses établies à partir de la lecture des textes anciens et de réflexions, sans aboutissement concluant. Ce n'est qu'au cours des années 1980 que les fouilles archéologiques ont débuté. Certes, Theodor Mommsen avait été le seul au XIXe siècle à effectuer des recherches sérieuses, mais c'est surtout grâce aux résultats concrets des investigations du major anglais Tony Clune que l'on découvrit clairement 160 pièces d'argent romaines et 3 objets identifiés comme des projectiles à fronde romaine. Depuis, de nombreux spécialistes de tous bords, archéologues, paléontologues, numismates, anthropologues, historiens, poursuivent les fouilles et les analyses. 10 000 m² ont été examinés autour du mont Kalkriese, permettant de reconstituer l'histoire de l'homme dans ce secteur pendant des siècles. On y découvre non seulement des objets concernant les stratégies de combat des guerriers romains et germaniques, mais aussi des éléments indiquant comment vivaient les Germains, installés sur le mont Kalkriese depuis le néolithique. Fosses de stockage, bâtiments, fragments de céramique, outils, ossements d'humains et d'animaux. Ce site est particulièrement bien conçu pour les visites individuelles et familiales. Des visites guidées et activités pédagogiques sont proposées également pour les groupes scolaires. Les rencontres avec les Germains ont toujours été problématiques pour les Romains. Déjà défaits en 113 avant Jésus-Christ contre les Cimbres et les Teutons, qui faisaient des incursions vers le sud, les Romains avaient déjà perdu des milliers de soldats et étaient animés de la furor teutonicus. Terrifiés par ces peuples aux mœurs si différentes et ces guerriers valeureux et redoutables, à la stature impressionnante, les Romains ne sont pas parvenus à imposer leur civilisation au-delà du Rhin, comme ils avaient réussi à le faire au 1er siècle avant Jésus-Christ contre les Gaulois, qui leur avaient déjà opposé une résistance farouche et meurtrière. En 9 après Jésus-Christ, les conditions semblaient pourtant favorables à la conquête romaine et à la création d'une province de Germanie. Présents sur le territoire germanique depuis une vingtaine d'années, les Romains avaient commencé à introduire doucement leur structure, mais l'hostilité de plusieurs tribus n'avait été réprimée qu'en 5 après Jésus-Christ, lorsque Varus prit la tête du commandement du Rhin en 7 après Jésus-Christ. Au début du 1er siècle, Rome a commencé à consolider ses frontières en Méditerranée et procéder à la romanisation implacable de son empire. Les peuples conquis ont été majoritairement totalement soumis, ils sont recensés, paient des taxes, l'urbanisation à la romaine se développe dans toutes les provinces, les sociétés se hiérarchisent au profit du pouvoir centralisé de Rome. Là où se sont étendus des réseaux de villes, de transport et de commerce dans tout l'Empire, les Germains, eux, vivent dans des fermes et villages dispersés de quelques centaines d'habitants, au sein de tribus indépendantes. Peu de précisions nous sont parvenues, dues à la culture orale de ces peuples, le climat germanique ne permettant pas que l'agriculture soit source de richesse, peu de disparités sociales existent au sein des tribus, et l'on vit modestement dans des huttes gigantesques, où familles et animaux partagent le même toit. À Rome, l'armée est devenue très professionnelle depuis la réforme de Marius en 106 avant Jésus-Christ, et forte de plusieurs siècles de guerres et de conquêtes, elle est formée de légions aux stratégies collectives rodées. En 9 après Jésus-Christ, Rome compte 28 légions, constituées en tout de 170 000 légionnaires et de 130 000 auxiliaires déployés dans tout l'Empire. Nombre d'éléments de leur équipement ont été découverts, même si le pillage après la défaite romaine a induit la disparition des pièces de métal, qui ont été refondues et utilisées par les vainqueurs. Les Germains, eux, n'ont pour seule organisation que de se rassembler autour d'un chef de tribu charismatique. Leur valeur guerrière est individuelle, tient à leur courage,
leur force physique et un engagement féroce illimité. Peu de traces ont été découvertes dans la mesure où leur équipement était bien plus léger que celui des Romains et que certains d'entre eux revêtaient des équipements romains. En l'an 9, Varus, âgé de 51 ans, est un général aguerri, missionné par Auguste pour fonder la nouvelle province. Arminius, âgé de 26 ans, a servi dans l'armée romaine et a été chef d'une troupe auxiliaire germanique. Il a obtenu la citoyenneté romaine et le titre de chevalier. Les deux hommes se connaissent et ont passé de nombreuses soirées amicales ensemble. Les circonstances de cette bataille restent donc un mystère, et l'on ne saura sans doute jamais pourquoi Arminius a conspiré et tendu cette embuscade à Varus, qui de son côté semblerait avoir commis une erreur stratégique inconcevable. La bataille a lieu dans un goulet d'étranglement, d'une largeur d'à peine 100 mètres. Le convoi de Varus avance, déployé en une colonne de 20 km. Le passage le plus étroit s'étend lui sur 6 km. L'ensemble du chemin emprunté est bordé par le Grand Marais d'un côté et un mur érigé par les Germains sur le flanc du mont Calcrise, et derrière lequel l'embuscade s'était préparée. L'attaque inattendue d'Arminius déclenche un combat d'une durée de plusieurs jours, jusqu'à l'extermination complète de l'armée romaine. La tête de Varus, elle, est ensuite envoyée à Rome. Auguste s'écrie alors « Quintiliare, rede legiones » « Quintilius Varus, rends-moi mes légions » Ce désastre rare est comparable à ceux de Cannes, contre Hannibal, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et de Car, contre les Parthes, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais Rome ne renonce pas tout de suite, envoyant encore des expéditions punitives contre les Germains. Si le mythe qui prit naissance ici dans l'histoire avance que c'est cette défaite sévère qui amena Rome à renoncer à la création d'une nouvelle province, jusqu'à l'Elbe, c'est surtout l'éloignement, le climat, la rudesse du peuple germain qui, naturellement, amena Rome à s'abstenir. Si la puissance de l'Empire romain était indéniable, elle avait aussi ses limites. Et d'un point de vue militaire et logistique, l'entreprise était trop risquée pour un gain économique et politique insuffisant. La frontière fut définitivement consolidée à la frontière naturelle du Rhin. La suite de l'histoire, avec les incursions des peuples scandinaves, outre-Manche, puis les Huns, confirme que Rome n'aurait pu de toute façon repousser toutes ces invasions. Et si cette province de Germania avait existé? Et si les Germains avaient été romanisés? L'histoire de l'humanité en aurait été fort différente. Sans aucun doute, l'Empire romain aurait perduré bien plus longtemps, l'Europe aurait été bien plus puissante et culturellement unifiée. À titre d'exemple anodin mais représentatif, les Germains auraient renoncé à la bière et auraient adopté le vin, comme les Gaulois. Du point de vue du droit, le droit français s'est constitué dans la continuité du droit romain, tandis que le droit germanique s'est maintenu jusqu'à Napoléon Bonaparte, qui a imposé le Code civil en Allemagne. En revanche, c'est toujours le droit germanique qui est en vigueur aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Plus profondément, l'histoire française commence avec la soumission à Jules César, là où l'histoire allemande commence avec la victoire d'Arminius, rebaptisé Hermann ensuite, c'est-à-dire avec l'idée du culte de l'homme libre et supérieur par son indépendance, ce qui constitue une différence majeure dans la formation du concept de nation pour les deux pays, qui ont ainsi évolué de manière divergente et concurrente au cours des 2000 années suivantes. Concernant l'histoire de l'Allemagne, cette victoire occupe donc une place primordiale et fondatrice. Au cœur du narratif de l'histoire de la nation allemande, Arminius resta un symbole fort, encore célébré sous le régime de Hitler. Un monument fut érigé à la gloire de Hermann, Arminius. Si le mystère plane autour du véritable Arminius, et s'il fut probablement assassiné peu après sa victoire, son histoire est réapparue au XVIe siècle, donnant naissance progressivement au mythe de Hermann. Érigé en modèle politique et spirituel, il est devenu un héros national. Symbole du David contre Goliath, triomphateur face à Rome, qui elle était à l'apogée de sa gloire et de sa puissance, il est devenu le symbole du libérateur. Et comme pour tous les mythes, sa réinterprétation et son usage à des fins de propagande nationaliste ne sont pas passés inaperçus. Heinrich Heine notamment en relevant en définitive le poids dangereux. Das ist der klassische Morast, wo Warum stecken geblieben.
Hier schlug ihn der Cheruskerfürst, der Hermann, der Edlereke, die deutsche Nationalität, die siegte in diesem Dreck. C'est le bourbier classique dans lequel Varus s'est retrouvé coincé. C'est ici que le prince Cherusque Hermann, le noble guerrier, l'a vaincu. La nationalité allemande triompha donc dans cette boue. Le mythe d'Arminius et sa réception est un exemple parmi d'autres, qui montre aussi combien la nation allemande a toujours été consciente, critique et porteuse de sa propre histoire, y compris dans ses aspects les plus noirs. Contrairement à beaucoup d'autres nations en Europe et dans le monde, dont l'histoire largement tronquée et embellie permet d'asseoir une image de grandeur par rapport aux autres nations qu'elles peuvent ainsi stigmatiser à souhait. Pour terminer, quelques images de l'exposition temporaire actuelle sur la mode romaine qui vaut un rapide détour. À très bientôt!